Bienvenue pour cette nouvelle exploration ensemble. Aujourd'hui, on s'aventure dans un territoire vraiment étonnant, celui de la physique quantique. Ah oui, un sujet fascinant. On s'appuie sur un article de fond pour essayer de comprendre ce monde qui défie souvent notre bon sens, on peut le dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Notre but aujourd'hui, clarifier un peu les idées clés, la fameuse dualité onde-particule, la superposition, le rôle un peu bizarre de la mesure, l'intrication, Des concepts assez contre-intuitifs, oui. et puis voir comment tout ça, ça impacte déjà nos technologies et ça bouscule peut-être notre vision de la réalité. Exactement. Alors, accrochez-vous, le voyage dans l'infiniment petit, ça commence maintenant. Bon, commençons par la base. Ce concept qui donne déjà le ton, la dualité onde-particule. Oui, L'idée que les constituants fondamentaux, comme un électron ou un photon, peuvent se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. c'est ça. Comment c'est possible, ça, qu'une même chose ait deux visages aussi différents? C'est vraiment le cœur du paradoxe quantique. Pour l'illustrer, l'expérience la plus connue, c'est celle des fentes de Young. Ah oui, les fentes de Young. Voilà. Imaginez qu'on envoie des électrons, un par un, vers une plaque avec deux petites fentes. D'accord? Classiquement, on s'attendrait à voir deux bandes derrière chaque fente, comme si on tirait des billes. Logique. Mais non. Ce qu'on observe, c'est une figure d'interférence. Comme des vagues, tu vois. Des zones claires, des zones sombres. Comme quand des vagues se rencontrent sur l'eau? Exactement. C'est typique d'une onde. C'est comme si l'électron, sous forme d'onde, était passé par les deux fentes en même temps pour interférer avec lui-même. Attends. Un seul électron. Il passe par deux endroits à la fois. C'est fou. Sous sa forme d'onde, oui, c'est ce que l'expérience suggère fortement. Mais, et c'est là que ça devient encore plus étrange, dès qu'on met un détecteur sur l'écran final pour voir où il arrive bien en un point précis, comme une petite bille, une particule. Ah, d'accord. Donc il redevient particule à la fin. Voilà. Et d'autres expériences le montrent aussi. L'effet photoélectrique, par exemple. La lumière, elle agit comme des petits paquets d'énergie, les photons, pour arracher des électrons à un métal. Comme des projectiles, en somme. C'est ça. Ou la diffusion Compton, où ces photons ont une impulsion, ils rebondissent sur les électrons comme des particules. Donc oui, c'est ondes ou particules, ça dépend vraiment de comment on interagit avec. C'est déjà un sacré casse-tête, cette histoire. Et ça nous amène, je crois, à l'idée de superposition. Tout à fait. Si c'est une onde un peu partout avant d'être une particule localisée, où est-elle exactement avant qu'on la détecte? L'article dit qu'elle peut être dans plusieurs états en même temps. C'est exactement ça, la superposition. Et attention, ce n'est pas juste qu'on ne sait pas où elle est par ignorance. Ah non. Non, c'est un état physique réel. La particule est dans une combinaison de plusieurs possibilités en même temps. Plusieurs positions, plusieurs vitesses, tout ça simultanément. L'analogie qu'on utilise souvent, même si elle a ses limites, c'est le chat de Schrödinger. Ah oui, le chat dans la boîte. Voilà. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte, le chat, lié à un mécanisme quantique aléatoire, est dans un état superposé, vivant et mort. C'est une image, bien sûr. Bien sûr. Et pour un électron? Pour un électron, on peut dire qu'il est potentiellement ici et là, avant qu'on le mesure. Mathématiquement, on décrit ça avec la fonction d'onde. C'est un objet, psi, qui contient toutes ses possibilités et leurs probabilités. Ok, la fonction d'onde. D'accord. Alors, déballons ce fameux moment de la mesure. Si la particule est dans ce brouillard de possibilités, que se passe-t-il quand on essaye de la voir, de la mesurer? Alors, la mesure, c'est crucial. C'est l'interaction physique entre le système quantique et notre appareil de mesure, ou même juste l'environnement autour. Et ça change tout? Ah oui, ça change tout. Cette interaction, elle brise la superposition. C'est ce qu'on appelle l'effondrement de la fonction d'onde. Ou un terme plus moderne, c'est la décohérence. Décohérence. Oui. En gros, le système est comme forcé de choisir une seule réalité parmi toutes celles qui étaient possibles dans la superposition. La multitude d'options se réduit d'un coup à une seule chose qu'on observe. Donc, le simple fait de regarder, ça change l'état du système. Exactement. C'est pas passif du tout. Reprenons les fentes de Young. Oui? Si on place un petit détecteur juste derrière les fentes pour savoir par laquelle l'électron est passé, On essaye de le voir passer? voilà, et paf, la figure d'interférence disparaît complètement. Ah bon? Oui, l'électron se comporte alors comme une particule bien sage, il passe par une seule fente, la mesure a tué la superposition qui permettait l'interférence. C'est l'observation qui force le choix, en quelque sorte. C'est une façon de le voir.
L'acte de mesurer sélectionne une des possibilités décrites par la fonction d'onde. C'est comme si on dissipait ce brouillard quantique pour révéler une position, une valeur précise. Et c'est là qu'intervient le fameux principe d'incertitude de Heisenberg, non? L'idée qu'on ne peut pas tout savoir en même temps. Tout à fait. Genre la position et la vitesse, c'est ça? Exactement ça. On ne peut pas connaître simultanément et avec une précision infinie certaines paires de propriétés. Position et quantité de mouvement, qui est liée à la vitesse, c'est l'exemple classique. Et c'est pas juste qu'on n'a pas les bons outils? Non, non, c'est fondamental. C'est une loi de la nature. Plus on mesure précisément la position, plus la vitesse devient floue, incertaine. Et inversement. C'est une conséquence directe de cette nature ondulatoire, de la fonction d'onde. D'accord. Avant la mesure, cette fonction d'onde, elle nous donne juste les probabilités de trouver la particule ici ou là, avec telle ou telle vitesse. Des probabilités. Oui. Et il y a une équation célèbre, l'équation de Schrödinger, qui décrit comment cette fonction d'onde, et donc les probabilités, évoluent dans le temps. Tant qu'il n'y a pas de mesure, ça évolue de façon prédictible, mais toujours en termes de probabilité. C'est donc un monde fondamentalement probabiliste. Ok, accrochons-nous encore, parce que là, l'article dit que ça devient vraiment bizarre, l'intrication quantique. Ah, l'intrication, ouais. La connexion fantôme à distance, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est peut-être le concept le plus, le plus déroutant. Et aussi le plus profond peut-être. Imaginez deux particules, disons deux photons. On les crée ensemble, d'une manière spéciale, de sorte que leurs propriétés soient liées. Lié comment Elles forment un seul système quantique global, même si elles s'éloignent très très loin l'une de l'autre, à des années-lumière potentiellement. Ouais, Elles sont intriquées. On ne peut plus décrire l'une sans l'autre. d'accord. Elles partagent un destin commun, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Et ce qui est fou, c'est ce qui se passe quand on mesure une propriété de l'une. Par exemple, sa polarisation, l'orientation de sa vibration. Oui, Si vous mesurez la polarisation de la première particule et que vous trouvez, disons, verticale, eh bien vous savez instantanément que l'autre particule, où qu'elle soit, aura la polarisation horizontale ou une autre polarisation corrélée selon comment elles ont été intriquées. instantanément. Mais comment c'est possible? Si elles sont à des kilomètres de distance. Ça ne viole pas la vitesse de la lumière, ça. On ne peut pas envoyer un message comme ça. C'est la question à 1 million. Et la réponse, c'est non. Ça ne permet pas d'envoyer de l'information plus vite que la lumière. Ah, pourquoi? Parce que le résultat que vous obtenez sur la première particule verticale, dans notre exemple, il est complètement aléatoire. Aléatoire. Oui. La quantique vous donne juste la probabilité d'avoir verticale ou horizontale, disons 50-50. Vous ne pouvez pas choisir d'obtenir verticale pour envoyer un 1 à votre ami qui a l'autre particule. Vous subissez le hasard quantique. Ah, d'accord, je vois. C'est seulement après, quand vous comparez vos résultats, par exemple en vous téléphonant, que vous vous rendez compte que, ah oui, à chaque fois que j'ai eu vertical, il a eu horizontal, et vice-versa. La corrélation est parfaite. Donc c'est une corrélation, pas une communication. Exactement. Une corrélation non locale. C'est comme si les dés étaient pipés dès le départ, mais d'une manière que la physique classique ne peut pas expliquer. Les expériences célèbres comme celle d'Alain Aspect, basées sur les idées de John Bell, ont prouvé que ces corrélations existent et qu'elles sont plus fortes que ce que n'importe quelle théorie locale et réaliste, au sens classique, pourrait prédire. La réalité est donc fondamentalement non locale. C'est vertigineux. Ça l'est. On comprend bien que des phénomènes pareils, ça puisse ouvrir la porte à des technologies complètement nouvelles. Et justement, passons peut-être au concret. Où est-ce que cette physique un peu folle intervient déjà ou pourrait intervenir demain? Ce n'est pas que de la théorie de labo, j'imagine. Alors, loin de là. En fait, la quantique est déjà absolument partout dans notre technologie moderne, mais on n'y pense pas toujours. Ah oui? Où ça, par exemple? Toute l'électronique. Vos smartphones, les ordinateurs, le cœur de tout ça, les transistors, les puces, leur fonctionnement repose entièrement sur la physique quantique des matériaux semi-conducteurs. Les transistors, c'est quantique. Oui. Comment les électrons se comportent dans ces matériaux, comment ils peuvent passer ou ne pas passer, l'effet tunnel par exemple, comment on contrôle leur flux, c'est de la mécanique quantique appliquée. Et la miniaturisation toujours plus poussée rend ces effets encore plus importants. Et puis, il y a l'optique, les lasers. Les lasers, oui. Dans les lecteurs CD, DVD, Blu-ray, la fibre optique, la chirurgie, le principe même du laser, l'émission stimulée, c'est un processus quantique découvert par Einstein.
Pareil pour les LED, les diodes électroluminescentes, qui nous éclairent partout maintenant. C'est de la recombinaison électron-trou dans un semi-conducteur, c'est quantique. D'accord. Et plus récemment, vous avez peut-être entendu parler des écrans QLED. Oui, pour les téléviseurs notamment. Exactement. Ils utilisent des points quantiques, des nanocristaux de semi-conducteurs. Ce qui est génial, c'est que leur couleur dépend très précisément de leur taille, quelques nanomètres. C'est un effet de confinement quantique. Ça donne des couleurs très pures et vives. Impressionnant. Et dans des domaines un peu différents, comme la médecine ou l'informatique, j'imagine qu'il y a des choses qui se préparent. Absolument. En médecine, l'application quantique la plus connue, c'est l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. Ah oui, l'IRM. Elle utilise une propriété purement quantique des noyaux atomiques, le spin. En gros, on fait résonner ces spins avec des ondes radio dans un champ magnétique pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps. Et pour le futur, on rêve de capteurs quantiques beaucoup plus sensibles qui pourraient détecter des maladies très tôt ou de simulations quantiques pour concevoir des médicaments sur mesure. Et l'informatique quantique alors? On en entend beaucoup parler. Oui, c'est le grand chantier actuel. L'idée, c'est d'exploiter directement la superposition et l'intrication. Au lieu de bits classiques 0 ou 1, on aurait des qubits qui peuvent être 0 et 1 en même temps, superposition. Et ça permettrait de faire quoi? Ça ouvre la porte à des calculs massivement parallèles pour certains types de problèmes qui sont juste impossibles pour les ordinateurs classiques, même les plus puissants. L'exemple le plus célèbre, c'est l'algorithme de Shor, qui pourrait casser la plupart des systèmes de cryptographie actuels, ceux qui protègent nos transactions bancaires, nos communications. Ah oui, ça fait un peu peur, ça. Ça motive beaucoup de recherches, oui. Hmm. Mais ça pourrait aussi révolutionner la découverte de nouveaux matériaux, de médicaments, l'optimisation de systèmes complexes. Et pour contrer cette menace sur la sécurité, on développe en parallèle la cryptographie quantique, ou QKD, Quantum Key Distribution. Pour se protéger, exactement. L'idée, c'est d'utiliser les lois quantiques elles-mêmes, souvent des photons uniques en superposition, ou intriqués, pour distribuer une clé de chiffrement secrète entre deux correspondants. Et c'est inviolable. En théorie, oui. Parce que si quelqu'un essaye d'espionner la clé pendant sa transmission, il va inévitablement perturber l'état quantique à cause de l'effet de la mesure dont on parlait. Ah, la mesure! Voilà. Et cette perturbation sera détectée par les utilisateurs légitimes. C'est une sécurité basée sur les lois fondamentales de la physique. Il y a déjà des réseaux QKD en place en Chine, en Europe, aux États-Unis. Fascinant. D'autres exemples? Oui, il faut absolument parler des capteurs quantiques. La précision qu'on peut atteindre est phénoménale. Les horloges atomiques, par exemple, qui sont la base du GPS et de la synchronisation de plein de réseaux. C'est quantique, ça aussi? Oui, elles utilisent les transitions énergétiques ultra précises des atomes. On développe aussi des gyroscopes, des accéléromètres, des gravimètres quantiques bien plus sensibles que les versions classiques. Ça a des applications pour la navigation, même sans GPS, la géologie, la prospection. Et même dans le domaine de l'énergie, on explore des matériaux comme les perovskites pour les cellules solaires, qui ont des propriétés quantiques intéressantes. On fait des simulations quantiques pour trouver de meilleurs catalyseurs, des meilleures batteries. Bref, la quantique infuse vraiment partout. C'est incroyable de voir à quel point ces idées, qui semblaient si abstraites au début, ont des retombées concrètes aussi variées. Mais on imagine que maîtriser tout ça, ça ne doit pas être simple. Quels sont les grands défis qui restent? Effectivement, les défis sont énormes. Le principal obstacle, le grand ennemi de la quantique utile, on peut dire, c'est la décohérence. La décohérence, c'est quoi exactement? C'est la perte des propriétés quantiques, comme la superposition ou l'intrication. Ces états sont incroyablement fragiles. La moindre petite interaction avec l'environnement, un peu de chaleur, une vibration, un champ magnétique qui traîne et hop, l'état quantique s'évapore, il redevient classique. Ah oui, c'est problématique. C'est très problématique, surtout pour l'informatique quantique, où on a besoin de maintenir ces états pendant toute la durée du calcul. Ça demande des efforts énormes pour isoler les qubits, souvent en les refroidissant à des températures proches du zéro absolu, dans des enceintes blindées. C'est un défi technologique majeur de maintenir la cohérence assez longtemps. D'accord. Et il y a autre chose? Petites erreurs qui s'accumulent. Comme dans les ordinateurs classiques, non? Oui, mais c'est plus compliqué en quantique. Déjà, on ne peut pas juste copier un qubit pour vérifier, à cause d'un théorème qui l'interdit, le théorème de non-clonage. Et mesurer un qubit pour voir s'il a une erreur, ça le détruit, ça fait effondrer sa superposition. Ah oui, le problème de la mesure encore.
Exactement. Donc il faut des techniques très astucieuses pour détecter et corriger les erreurs sans détruire l'information quantique. Ça existe, ce sont les codes correcteurs d'erreurs quantiques, mais ils sont très coûteux en ressources. Il faut souvent utiliser plein de qubits physiques, très imparfaits, pour coder l'information d'un seul qubit logique, fiable. Ça demande beaucoup de qubits alors. Énormément. C'est pour ça qu'on parle souvent de milliers, voire de millions de qubits physiques nécessaires pour avoir un ordinateur quantique vraiment utile et tolérant aux erreurs. On en est encore loin. D'accord, donc il y a de sacrés verrous technologiques à faire sauter. Mais au-delà de la technique, l'article insistait aussi beaucoup sur le fait que la quantique, ça nous force à revoir notre copie sur le plan philosophique, sur notre vision du monde. Ah oui, absolument. C'est peut-être l'aspect le plus troublant au fond. La quantique bouscule nos intuitions les plus ancrées sur ce qu'est la réalité. Par exemple, Premièrement, elle semble introduire un hasard fondamental au cœur de l'univers. Contrairement à la physique classique où, si on connaît l'état initial d'un système, on peut en principe prédire son futur avec certitude. le déterminisme de la place, quoi. Voilà. Eh bien, la quantique, elle, ne nous donne que des probabilités. L'issue d'une mesure individuelle, par quelle fente passe l'électron, si le chat est vivant ou mort, semble intrinsèquement aléatoire. Est-ce que Dieu joue au dé, comme disait Einstein? La question reste ouverte. Ensuite, il y a cette question du rôle de l'observateur. Est-ce que l'acte de mesure crée la réalité qu'on observe? Quelle est la nature de la réalité avant la mesure? Est-ce que l'électron n'a pas de position définie tant qu'on ne le regarde pas? C'est perturbant comme idée. Ça met. Et il n'y a pas de consensus clair là-dessus. Il y a différentes interprétations de la mécanique quantique. L'interprétation de Copenhague, historique, dit en gros qu'il ne faut pas se poser la question de ce qui se passe avant la mesure. D'autres, comme l'interprétation des mondes multiples, suggèrent que toutes les possibilités se réalisent, mais dans des univers parallèles. Des univers parallèles? Carrément. Oui. Ou encore l'interprétation de Bohm, avec son onde de pilote qui guide les particules. Ce sont des cadres très différents pour penser la réalité, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore de moyens expérimental de les départager. Elles font les mêmes prédictions pour les résultats de mesure. Donc, on ne sait pas quelle est la bonne vision? Disons que c'est encore un sujet de débat intense, à la frontière entre physique et philosophie. Ça touche vraiment au fondement de ce qu'on appelle réalité. Tout à fait. Et puis il y a l'intrication, avec sa non-localité, cette action fantôme à distance, comme disait Einstein, qui le perturbait tant. Comment une mesure ici peut être corrélée instantanément avec une mesure là-bas, sans aucun délai? Ça défie notre idée intuitive de causalité, où les influences se propagent de proche en proche, pas plus vite que la lumière. Et les expériences confirment cette non-localité. Oui, les tests des inégalités de Bell l'ont montré de manière très convaincante. Le monde est non local, d'une manière ou d'une autre. Ça nous force à repenser la nature de l'espace, du temps et de la causalité. Et finalement, le principe d'incertitude. Il nous rappelle qu'il y a des limites fondamentales à ce qu'on peut savoir. Ce n'est pas juste une question d'avoir des meilleurs instruments. La nature elle-même nous impose une limite sur la précision simultanée de certaines connaissances. Ça questionne notre conception même de la connaissance et de la vérité objective. Effectivement. Tout ça ravive de grandes questions philosophiques. Le déterminisme, le hasard, le libre arbitre peut-être, la nature de la réalité, les limites de notre connaissance. Exactement. La quantique n'est pas juste une théorie pour physiciens. Elle a des implications profondes pour notre compréhension du monde et de notre place dedans. On voit bien que c'est beaucoup plus qu'une simple théorie physique, en effet. On a exploré cette nature vraiment étrange du monde quantique, on a vu son rôle déjà important et croissant dans nos technologies, et on a effleuré ces questions vertigineuses qu'elle soulève sur la réalité, la connaissance. C'est vraiment une aventure intellectuelle qui est loin, loin d'être terminée. Il y a cet enthousiasme incroyable et justifié pour les applications technologiques, l'ordinateur quantique, les nouveaux capteurs. Oui. Mais il y a aussi, et il faut garder ça en tête, cette humilité nécessaire face aux défis techniques qui sont immenses et face aux mystères conceptuels, philosophiques qui demeurent. La quantique nous rappelle sans cesse que la réalité est probablement bien plus étrange, bien plus subtile que ce que notre intuition de tous les jours nous laisse imaginer. Et toute cette exploration, ça nous laisse peut-être avec cette pensée un peu folle, non? Si le simple fait d'observer, de mesurer, influence le monde à cette échelle la plus fondamentale, quelle est la portée réelle de notre regard, de notre conscience peut-être, sur l'univers qu'on essaie de comprendre? Une interrogation quantique, voilà, à méditer.